Alerte de décembre 2018. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 11 de décembre 2018. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale, juridique et sociale. Passons d'abord en revue l'actualité fiscale. Projet de loi de finances rectificative pour 2018. Pour la première fois depuis très longtemps, le projet de loi de finances rectificative pour l'année en cours 2018 ne prévoit aucune mesure fiscale. Il ne contient que des textes d'ordre budgétaire. Selon l'exposé général des motifs, la loi de finances rectificative de fin de gestion doit viser à titre principal à ajuster l'équilibre de la loi de finances initiale par rapport à la prévision d'exécution du budget de l'État et non pas se transformer en une loi de rattrapage du projet de loi de finances dont l'examen est concomitant. Louable intention, espérons qu'elle sera tenue. Quant à la loi de finances pour 2019, elle poursuit actuellement son examen devant le Parlement. Rendez-vous au tout début de janvier prochain pour vous en présenter les principales dispositions. Imputation du déficit BIC d'une SARL détenue par la communauté conjugale. Ne constitue pas un déficit afférent à des biens dépendants de la communauté, le déficit lié à l'activité d'une SARL dont le capital appartient à la communauté conjugale existant entre des conjoints en instance de divorce, mais dont l'épouse est associée unique et seule gérante. Il s'agit d'un déficit provenant de l'activité professionnelle de l'épouse. Du coup, pour l'établissement des impositions séparées des conjoints, il n'est déductible que des seuls revenus de l'épouse. Avantages en nature des gérants de SARL. Les gérants de SARL sont placés dans une situation distincte de celle des salariés au regard des conditions d'attribution d'avantages en nature par l'entreprise. Dès lors, les avantages en nature consentis à leurs gérants minoritaires par les SARL, n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, sont pris en compte pour leur montant réel et non selon un montant déterminé forfaitairement. Il en va de même pour les avantages en nature consentis aux gérants majoritaires. Prélèvement à la source de la rémunération des gérants de SARL. Au plan social, la rémunération des associés gérants minoritaires ou égalitaires de SARL relève du régime des salaires, que la société ait ou non opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. En revanche, au plan fiscal, leur rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et salaires s'il n'a pas été opté pour le régime des sociétés de personnes et s'il a été opté pour ce régime dans la catégorie des BIC, BNC ou BA, selon l'activité de la société. Dans le cadre du prélèvement à la source, la rémunération des associés gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sera soumise au régime des acomptes calculés sur la base des BIC, BNC, BA, déclarés au titre de N-2 et directement prélevés par l'administration fiscale sur le compte bancaire du contribuable. La rémunération ne devra donc pas faire l'objet d'un prélèvement à la source par l'entreprise. En pratique, dans cette situation, afin d'éviter un double prélèvement retenu à la source par la société et acompte prélevé par l'administration fiscale, l'entreprise ne devra pas renseigner la rubrique rémunération nette fiscale de la DSN et cette rémunération sera renseignée directement par le gérant sur sa déclaration de revenus.
frais exposés pour une OPA. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, sont détaxables les frais exposés par une société afin d'acquérir via une OPA la totalité des actions d'une autre société dans la gestion de laquelle elle a l'intention de s'immiscer. Et cela, même si l'opération échoue et n'est finalement pas réalisée. Oui, et à noter que la Cour de justice applique aux dépenses exposées pour acquérir les actions d'une société en vue de s'immiscer dans sa gestion sa jurisprudence relative à la déduction de la TVA grevant les opérations préparatoires à une activité économique qui n'a finalement pas été réalisée. Immeuble acquis par un promoteur, stock ou production en cours. Un immeuble acquis pour la réalisation d'un projet immobilier ne peut faire l'objet d'une provision pour dépréciation de stock dès lors qu'il constitue une production en cours. Le Conseil d'État s'est prononcé pour la première fois sur les critères permettant de qualifier l'immeuble comme tel. Il considère que le processus de production d'un immeuble doit être regardé comme engagé dès le moment où des actions concrètes ont été accomplies pour affecter l'immeuble à un projet précis. Ces actions peuvent prendre la forme de démarches significatives accomplies ou de dépenses substantielles engagées en vue du dépôt ou de la constitution des autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet. Le dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme a pour effet de changer la qualification des immeubles et les fait basculer dans la catégorie des productions en cours. Ces biens doivent alors être évalués pour leur prix de revient, sans pouvoir faire l'objet d'une provision pour dépréciation. Il résulte de cette décision qu'antérieurement au dépôt de ces demandes, les immeubles destinés à être démolis et encore habités auraient dû être classés en stock dans le compte 31 du plan comptable général. Crédit d'impôt recherche, dossier justificatif des travaux de R&D. Les entreprises doivent justifier les dépenses exposées au titre du crédit d'impôt recherche auprès de l'administration lors d'un contrôle fiscal ou de l'instruction d'une demande de remboursement. Un modèle de dossier justificatif des travaux de recherche et développement est mis à leur disposition par le ministère de la Recherche sur son site Internet. Ce modèle mis à jour propose une structure pour rédiger le dossier justificatif des travaux de recherche et développement au titre desquels l'entreprise déclare les dépenses de recherche. L'administration conseille aux entreprises de confier sa constitution au fur et à mesure de l'exécution des travaux de recherche et développement aux personnes ayant dirigé ou mené ces travaux au sein de l'entreprise. Demande de rescrit jeune entreprise innovante. Les entreprises peuvent interroger l'administration fiscale afin de s'assurer qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier des divers avantages fiscaux et sociaux attachés au statut de jeune entreprise innovante. L'absence de réponse dans le délai de 3 mois vaut accord implicite de l'administration. Cette demande de rescrit relative aux jeunes entreprises innovantes doit, pour un exercice donné, être formulée avant la date limite de dépôt de l'alias fiscal de l'entreprise. Si la jeune entreprise innovante a déposé sa demande après cette date, elle conserve la possibilité de demander, dans le délai de réclamation, au titre de l'exercice concerné par la déclaration souscrite, le bénéfice du régime d'exonération prévu en faveur des jeunes entreprises innovantes. Répartition des bénéfices, une décision à retenir. Normalement, la présomption d'appropriation des revenus réputés distribués ne peut jouer que s'il n'y a qu'un seul maître de l'affaire. Par exception à ce principe, la Cour d'appel de Marseille admet de faire jouer ce mécanisme de présomption d'appropriation des revenus réputés distribués en présence d'un couple
qui assure conjointement la maîtrise de l'affaire et fait l'objet d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu. L'affaire jugée concernait deux époux qui détiennent l'ensemble du capital social d'une société à hauteur de 90% pour l'un et de 10% pour l'autre. L'un des époux exerce la fonction de gérant de droit de la société et l'autre époux travaille dans l'entreprise et participe étroitement à son activité. Par suite, et s'agissant des deux membres d'un même foyer fiscal, l'administration a pu regarder à bon droit les époux comme seuls maîtres de l'affaire. Elle apporte ainsi la preuve de l'appréhension par les intéressés des revenus distribués par la société qu'ils contrôlent. Régularité d'une décision de distribution. Un associé unique d'une URL prend deux décisions de distribution. Une première portant affectation du résultat à hauteur de 60 000 € et ayant fait l'objet du procès-verbal d'assemblée. Une seconde portant distribution de réserve pour un montant de 60 000 €. L'administration soutenait que cette seconde décision n'avait pas respecté les conditions de forme prévues pour les décisions prises par l'associé unique d'une URL et notamment n'avait pas été répertoriée dans le registre prévu par le Code de commerce. La Cour de Marseille a jugé au contraire que la décision de distribution prise par l'associé unique était régulière, alors même qu'elle ne respectait pas les conditions de forme posées par le Code de commerce. Ainsi, toute la distribution pouvait bénéficier de l'abattement de 40%. Amende pour délivrance irrégulière des documents ouvrant droit à un avantage fiscal. Toute personne physique ou morale qui délivre irrégulièrement à un tiers des pièces justificatives telles que certificats, reçus ou factures lui permettant de bénéficier d'une déduction, d'une réduction ou d'un crédit d'impôt, encourt une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel juge que cette amende, qui s'applique sans que soit établi le caractère intentionnel du manquement réprimé, méconnaît le principe de proportionnalité des peines et doit, par conséquent, être déclarée contraire à la Constitution. Les dispositions en cause sont abrogées à compter du 1er janvier 2019. Jusqu'à cette date, l'amende reste applicable uniquement aux personnes qui ont sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d'obtenir un avantage fiscal indu. Vérification reportée. Le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité doit disposer d'un délai suffisant pour pouvoir se faire assister d'un conseil entre la réception ou la remise de l'avis de vérification et le début de l'examen au fond de ces documents comptables. Selon le Conseil d'État, ce délai doit être d'au moins 2 jours francs, étant précisé que les samedis, dimanches et jours fériés ne doivent pas être retenus dans le décompte du délai. Lorsque l'administration reporte de sa propre initiative ou à la demande du contribuable la date initialement prévue pour la première intervention sur place, le contribuable doit-il bénéficier à nouveau d'un délai minimum de 2 jours francs entre le moment où il est informé de la nouvelle date retenue et le début des opérations de vérification ? Non, répond le Conseil d'État. Il suffit que le contribuable soit informé en temps utile de la date à laquelle est reporté le début du contrôle. En pratique, il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier au cas par cas si le contribuable a disposé d'un délai suffisant pour mobiliser son conseil après la communication de la nouvelle date de début de l'intervention. Demande de justification sur les sommes créditées sur des comptes. Lorsqu'elle constate un écart important entre les sommes portées au crédit des comptes du contribuable
et les revenus qu'il a déclarés, l'administration peut demander des justifications à l'intéressé. Dans ce contexte, pour apprécier cet écart, l'administration n'a pas à neutraliser les cessions de valeurs mobilières, les rachats de contrats d'assurance vie et les transferts de compte à compte par chèque. En pratique, les contribuables ayant reçu une demande de justification portant sur l'origine de crédits portés sur leur compte ne peuvent donc pas contester le bien-fondé de cette demande en faisant valoir que ces crédits, abstraction faite de ceux provenant de la cession de valeurs mobilières, du rachat de contrats d'assurance vie et des versements de compte à compte par chèque, représentent moins du double des revenus déclarés ou dépassent de moins de 150 000 € ces revenus. Mais attention, les contribuables pourront, pour échapper à la taxation d'office ou limiter le montant de leur imposition d'office, faire valoir en réponse à la demande de justification que tout ou partie de ces crédits provient de la cession de valeurs mobilières, du rachat de contrats d'assurance vie et de versements de compte à compte par chèque. Majoration de 25% des travailleurs indépendants non CGA. L'application de la majoration de 25% sur la base d'imposition des travailleurs indépendants non adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréée ou ne faisant pas appel au service d'un professionnel de l'expertise comptable conventionnée ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement des dispositions d'assiette. Si cette majoration n'implique pas l'obligation particulière de motivation qu'appelle la perspective du prononcé d'une sanction, elle doit toutefois apparaître distinctement dans la motivation de cette proposition de rectification. Du coup, le fait de ne pas la mentionner prive le contribuable de la faculté de retracer le calcul de l'assiette de l'impôt et affecte la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble. Qualité du demandeur en cas de contentieux fiscal. Une association exploitant un immeuble à usage d'établissement de soins mis à sa disposition à titre gracieux par une autre association qui en est propriétaire n'est pas recevable à contester pour son propre compte la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de cette dernière, seule redevable légale de la taxe. Elle ne peut utilement se prévaloir, pour justifier de son intérêt à agir, de ce qu'elle disposait d'un mandat de l'association propriétaire de l'immeuble en vue de la représenter en justice. La solution aurait été différente si l'association exploitante avait présenté sa requête au nom de l'association propriétaire. Elle aurait pu alors procéder à la régularisation de sa requête par la production du mandat jusqu'à la clôture de l'instruction. Mais, en l'espèce, elle avait présenté sa demande en son nom propre, alors qu'elle n'était pas le redevable légal de la taxe, et elle n'était d'ailleurs pas désignée par l'avis d'imposition. Voici l'actualité juridique du mois. Gérant de SARL suppléant. Le Code de commerce n'autorise pas la désignation d'un gérant de SARL appelé à remplacer le gérant en poste en cas de défaillance de celui-ci. L'inscription au registre du commerce d'un gérant remplaçant n'est donc pas possible. En revanche, il n'est pas interdit de désigner un co-gérant dont la prise d'effet du mandat est différée dans le temps, auquel cas l'inscription de celui-ci au RCS doit être demandée à l'occasion de sa prise de fonction. Action en responsabilité contre un expert comptable. Un expert comptable est chargé d'établir les comptes annuels et les déclarations de TVA d'une entreprise cliente. Au terme des conditions générales d'intervention de l'expert annexées à sa lettre de mission, les demandes de l'entreprise en réparation des fautes de l'expert doivent être introduites dans les 3 mois de la date à laquelle elle a eu connaissance de son préjudice. L'entreprise reçoit en juin 2015 une notification de redressement portant sur la TVA déclarée
et invoquant une faute de l'expert dans l'établissement des déclarations correspondantes, elle lui demande réparation de son préjudice en décembre 2015. L'expert a alors opposé un refus pour non-respect du délai de 3 mois et les juges d'appel lui ont donné raison. En effet, le délai de 3 mois s'analyse en un délai de forclusion et non de prescription, car l'entreprise était tenue de le respecter pour pouvoir agir contre l'expert. Ce délai était raisonnable et n'était pas de nature à la priver du droit d'agir. Ce délai s'appliquait aux travaux figurant dans la lettre de mission, mais également aux missions complémentaires pouvant être confiées postérieurement à l'expert, la lettre précisant que la mission initiale peut être complétée par d'autres interventions en matière fiscale, qui seront régies tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales d'intervention ci jointes. La Cour d'appel a donc jugé que le délai était expiré lors de l'introduction de la demande de réparation. Et vous noterez que l'entreprise ne pouvait pas faire valoir que le délai avait commencé à courir à compter d'un plan de règlement convenu avec l'administration moins de 3 mois avant la demande, car ce plan ne concernait que les modalités de paiement des sommes mises à la charge de l'entreprise dans la transaction. La demande de réparation de l'entreprise a donc été jugée irrecevable. Annulation d'une assemblée générale. Les actions en nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue. Il en résulte, juge la Cour de cassation, que l'action en nullité d'une délibération sociale se prescrit par 3 ans à compter du jour où elle est prise, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d'agir. Attention, car la Cour de cassation considère que le seul fait pour un associé de ne pas avoir été convoqué aux assemblées ne suffit pas à établir la dissimulation de celle-ci. En effet, une dissimulation implique un élément intentionnel caractérisé, par exemple la volonté de cacher la tenue des assemblées à l'associé. Date de la cessation des paiements. Après la mise en liquidation judiciaire simplifiée d'une société, le liquidateur judiciaire demande le report de la date de cessation des paiements de la société à une date antérieure de 7 mois à celle de l'ouverture de la procédure. Le dirigeant de la société s'y oppose, faisant valoir que le liquidateur judiciaire n'a pas procédé à la vérification des créances qui reste obligatoire, même si elle est limitée dans le cadre d'une liquidation simplifiée. Argument rejeté par la Cour de cassation. La recevabilité de l'action en report de la date de cessation des paiements n'est pas subordonnée à la vérification préalable des créances. Oui, et rendu à propos d'une liquidation judiciaire simplifiée, cette solution vaut par sa formulation générale pour le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de droit commun. Vous le savez, la détermination de la date de cessation des paiements constitue un enjeu important. Car s'il y a report de la date, le champ des actes du débiteur qui peuvent être annulés pour avoir été conclus entre cette date et l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire s'en trouve, bien sûr, élargi. En outre, le dirigeant peut être poursuivi en comblement de passif s'il apparaît qu'il n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance. Le retard dans cette déclaration est en effet apprécié en fonction de la date de cessation des paiements fixée par le jugement ouvrant la procédure collective ou bien par la décision de report. Acceptation d'une clause de réserve de propriété. Après la mise en redressement puis en liquidation judiciaire d'une entreprise, l'un de ses fournisseurs habituels revendique les marchandises qu'il lui a livrées avant l'ouverture de la procédure et qui sont restées impayées. Il se prévaut de la clause de réserve de propriété
qui figurent dans ses conditions générales de vente jointes à ses tarifs, sur les confirmations de commandes, sur les bordereaux de livraison et sur les factures qu'il a adressées à l'entreprise. La Cour d'appel de Paris a rejeté sa demande en jugeant que la clause n'est pas opposable à la procédure collective. En effet, sur les bons de commande émanant de l'entreprise figurait la mention selon laquelle le vendeur ne saurait se prévaloir des conditions générales de vente qui n'auraient pas fait l'objet d'une acceptation expressément écrite par l'entreprise, y compris les clauses de transfert de propriété et de transfert de risque. Comme ces bons de commande manifestaient le refus de l'acheteur d'accepter tacitement la clause de réserve de propriété figurant dans les documents que le vendeur lui a adressés, ce dernier ne pouvait donc pas l'invoquer pour revendiquer les biens livrés, faute de prouver une acceptation de la clause par l'acheteur pour chaque vente. Administrateur judiciaire et clause de réserve de propriété. Faute d'avoir pu récupérer les vitrages vendus avec clause de réserve de propriété à une société industrielle ultérieurement mise en redressement puis en liquidation judiciaire, et d'avoir été réglé de sa créance, le fournisseur poursuit en responsabilité civile l'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance du débiteur. Il lui reproche notamment d'avoir manqué à son obligation de diligence dans le suivi de la procédure de revendication. Sa demande est rejetée. Il ressort en effet des constatations suivantes que l'administrateur, au regard de sa mission d'assistance, n'avait commis aucune faute. D'abord, l'obligation de protection des biens sous réserve de propriété s'apprécie au regard de la mission confiée par le tribunal à l'administrateur qui, lorsqu'il est investi d'une mission d'assistance, ne se substitue pas au débiteur dans la gestion courante de l'entreprise pendant la période d'observation. Ensuite, l'administrateur avait fait participer le fournisseur revendiquant à l'établissement de l'inventaire. Il avait exclu les biens revendiqués du périmètre de la cession de l'entreprise et attiré l'attention du débiteur sur la nécessité de verser au revendiquant le montant du prix perçu, le débiteur ayant conservé la disposition des stocks et la maîtrise du prix de leur revente pendant la période d'observation. Compensation entre créances connexes. Sont connexes et compensables la créance liée aux livraisons faites à une entreprise avant sa mise en procédure collective et la créance postérieure que celle-ci détient sur son fournisseur au titre d'un dépôt de garantie. Cette compensation est possible lorsque les créances sont issues ou dérivent de l'exécution ou de l'inexécution du même contrat, mais également lorsqu'elles se rattachent à un contrat cadre ou à plusieurs conventions, même informelles, constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre les parties. Le dirigeant d'une société en procédure collective peut poursuivre un tiers fautif, une information à retenir. En cas de procédure collective d'une entreprise, seul le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire a la qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Pour autant, le dirigeant salarié et caution de l'entreprise peut demander à un tiers fautif la réparation de la perte subie pour l'avenir de sa rémunération et de la perte de chance de ne pas exécuter son cautionnement, dans la mesure où ces préjudices lui sont personnels. Cautionnement d'un prêt qui ne mentionne pas le taux d'intérêt. Un associé d'une SCI se rend caution du remboursement d'un prêt qu'une banque va consentir à cette société. Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque poursuit la caution en exécution de son engagement. Une cour d'appel refuse de condamner la caution,
jugeant que le cautionnement souscrit par l'associé 4 jours avant la conclusion du contrat de prêt est nul. En effet, l'obligation principale n'était pas déterminable au jour où la caution s'est engagée, car l'acte ne mentionnait pas le taux d'intérêt du prêt et encore moins son caractère variable. Cette décision est censurée par la Cour suprême. L'obligation garantie était déterminable dès lors que l'acte de cautionnement mentionnait l'identité du débiteur principal et du créancier, ainsi que la nature de l'obligation principale, à savoir un prêt professionnel dont étaient précisés le montant et la durée. Le cautionnement était donc valable, peu important que le prêt soit postérieur de quelques jours et que le taux d'intérêt ne soit pas indiqué. Inscription au RCS et statut des baux commerciaux. Le titulaire d'un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux laissé en possession des locaux à l'expiration de ce bail peut revendiquer le statut commercial même s'il ne s'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés. Un tel locataire devient donc titulaire d'un bail statutaire de 9 ans après l'expiration du premier bail dérogatoire. Vente de biens sur une plateforme en ligne. Le droit contractuel de la consommation s'applique aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. La réglementation est donc inapplicable lorsque le contrat a été conclu entre des non-professionnels ou, au contraire, entre des professionnels. Voici un exemple de la notion de nature professionnelle. Une personne publie sur Internet simultanément plusieurs annonces de vente de biens. Elle peut être qualifiée de professionnelle au sens du droit de la consommation si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale. La juridiction devra alors notamment vérifier si la vente sur la plateforme en ligne a été réalisée de manière organisée, si cette vente a un but lucratif, si le vendeur a un statut juridique qui lui permet de réaliser des actes de commerce, si le vendeur est assujetti à la TVA, si le vendeur achète des biens nouveaux ou d'occasion en vue de les revendre, conférant ainsi à cette activité un caractère de régularité, une fréquence et ou une simultanéité par rapport à son activité commerciale ou professionnelle, et si les produits en vente sont tous du même type ou de la même valeur, en particulier si l'offre est concentrée sur un nombre restreint de produits. Pratiques commerciales trompeuses ou agressives. Depuis le 2 novembre 2018, en cas de condamnation pour pratiques commerciales trompeuses ou agressives, le tribunal doit ordonner par tous les moyens appropriés l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Avant le 2 novembre 2018, cette publication était une faculté pour ce qui concerne les pratiques commerciales trompeuses et n'était aucunement prévue pour les pratiques commerciales agressives. Rappelons que cette règle existe déjà en droit de la concurrence en cas de non-respect de la réglementation des délais de paiement ou de pratiques commerciales abusives. Voici l'actualité sociale du mois. Mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie. Un salarié peut obtenir des dommages-intérêts de son employeur lorsque l'absence de mention des heures supplémentaires sur ses bulletins de paie l'a empêché de bénéficier des exonérations de cotisations portant sur la rémunération de ces heures prévues par la loi TEPA. À noter que, dans une autre affaire jugée récemment, l'employeur arguait du fait que le salarié en cause était responsable du service paie et lui-même l'auteur de l'erreur de présentation des bulletins de paie. Il ne pouvait donc pas la reprocher à son employeur. Mais cet argument a été jugé inopérant par la Cour de cassation.
Et cette décision est d'autant plus intéressante que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, en cours d'examen par le Parlement, prévoit le rétablissement d'un dispositif de réduction des cotisations salariales, assurance vieillesse et retraite complémentaire, sur les heures supplémentaires et complémentaires à compter du 1er septembre 2019. Nous en reparlerons plus précisément en janvier prochain en analysant les lois de fin d'année. Salaire payable sur 13 mois et prime de 13e mois. Un salarié dont le contrat de travail fixe un salaire annuel payable sur 13 mois demande le paiement de la prime de 13e mois prévue par un accord d'entreprise en vigueur au sein de la société qui l'emploie. Selon lui, le 13e mois contractuel et la gratification conventionnelle ne doivent pas être confondus. Et la Cour de cassation lui a donné raison. Le paiement en 13 fois du salaire constitue une modalité de règlement, de sorte que le 13e mois de salaire ne peut pas constituer la gratification dite de 13e mois prévue par l'accord d'entreprise. Droit à la participation. Normalement, tous les salariés d'une entreprise bénéficient de la participation sous réserve de l'éventuelle condition d'ancienneté d'au plus 3 mois prévue dans l'accord. Il en résulte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé, doivent bénéficier de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Transfert des contrats de travail. La Cour de cassation décide pour la première fois qu'en cas de transfert des salariés à une entreprise nouvellement créée, celle-ci ne peut pas appliquer le règlement intérieur de la société cédante et elle ne peut donc pas prononcer de sanctions sur son fondement. En fait, il appartient au nouvel employeur d'élaborer son propre règlement intérieur dès lors qu'il remplit la condition d'effectif requise, actuellement au moins 20 salariés, et ce, dans les 3 mois suivant l'ouverture de l'entreprise. Accident de ski au cours d'un séminaire. Pour la Cour de cassation, doit être pris en charge au titre d'accident du travail l'accident de ski survenu à un salarié pendant une journée de détente prévue au cours d'un séminaire d'entreprise. En effet, durant cette journée, rémunérée comme du temps de travail, les salariés restaient soumis à l'autorité de la société organisatrice du séminaire. Homicide involontaire et faute inexcusable. La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur permet à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou à ses ayants droit d'obtenir une majoration de rente et une indemnisation complémentaire versée par la caisse mais récupérée par celle-ci auprès de l'employeur. Pour faire reconnaître l'existence d'une telle faute, la victime ou ses ayants droit doit prouver que l'employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés et qu'il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver. Pour la Cour de cassation, et c'est à retenir, l'employeur condamné au pénal pour homicide involontaire doit être considéré comme ayant commis une faute inexcusable au regard de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Inaptitude. Si le salarié est rendu inapte par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 2 juridictions interviennent. La juridiction prud'homale statue sur l'indemnisation due au titre de la rupture du contrat et la juridiction de la sécurité sociale sur l'indemnisation due au titre de la maladie ou de l'accident. Rupture de la période d'essai.
Les dispositions du Code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Du coup, la nullité de la rupture pendant la période d'essai pour un motif discriminatoire n'ouvre droit à aucune des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont l'indemnité compensatrice de préavis. Par contre, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Licenciement économique et non mise en place des IRP. Commet une faute l'employeur qui met en œuvre une procédure de licenciement économique alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi. Cette faute cause un préjudice aux salariés, car ils sont privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. DSN fin de contrat, un guide utile de Pôle emploi pour éviter les erreurs. L'UNEDIC et Pôle emploi ont publié un guide à destination des déclarants et des éditeurs de logiciels de paye recensant les erreurs à éviter afin que les salariés soient correctement indemnisés par l'assurance chômage. Le guide intitulé « Ce que fait l'assurance chômage de votre déclaratif » est mis à jour annuellement. Il vise à favoriser la compréhension des attentes de Pôle emploi et de l'UNEDIC lors de la transmission des données et de remédier aux anomalies recensées ayant une incidence majeure sur l'indemnisation chômage. Transaction. Est nulle la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une illustration. Un salarié s'est vu notifier son licenciement par une lettre remise en main propre datée du 10 septembre 2011. Il a signé une transaction avec son employeur le 14 novembre 2011. Contestant la validité de la transaction, il a saisi la juridiction prud'homale. Les juges du fond ont rejeté la demande du salarié et ont déclaré valable la transaction au motif qu'elle avait été conclue postérieurement à la notification du licenciement du salarié. Et la décision est cassée. Pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, une transaction ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement. Et selon une jurisprudence établie et confirmée par le présent arrêt, la connaissance préalable par le salarié des motifs de son licenciement ne peut résulter que d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'employeur ayant seulement remis la lettre de licenciement en main propre sans décharge, la transaction était donc nulle. Nous voici au terme de ce dernier magazine de 2018 et nous vous remercions pour votre attention et votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous en janvier prochain pour le traditionnel magazine consacré à la loi de finances pour 2019 et à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. D'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, sans oublier de nous retourner auparavant votre bulletin d'abonnement renouvelé pour 2019. D'avance, merci et à bientôt.